Imagine un instant, beaucoup d'Américains ont l'impression que le marché de l'emploi ralentit un peu. Mais quand on regarde ce qui se passe réellement, la situation est bien plus sombre. Les rapports officiels donnent une illusion de stabilité, alors qu'en coulisses, le système du travail s'est déjà fissuré de toutes parts. Plus de 13,8 millions de personnes ont perdu un emploi, des heures, un contrat ou une source de revenus, et presque rien de tout ça n'apparaît dans les chiffres mis en avant par les médias. Pendant ce temps, les grandes entreprises annoncent des coupes dans leurs effectifs, et voient leurs actions grimper de 10 à 15% dans la foulée. Comme si supprimer des moyens de subsistance devenait soudain un moyen d'augmenter les profits trimestriels. Et tout cela se produit alors que le coût de la vie a bondi de 50 à 70% en 5 ans, alors que les salaires stagnent pour plus de 70% des foyers. On n'est pas face à un simple ralentissement, c'est une véritable démolition contrôlée du cœur de la main-d'œuvre américaine. Et les licenciements dont on entend parler, Amazon et ses 14 000 suppressions de postes, UPS et ses 48 000 postes en moins, Verizon et ses 13 000 départs, ou encore Target qui réduit ses équipes, ne sont que la partie visible du problème. Ce que le public voit dans les titres de presse ne représente qu'une petite portion du choc réel. Les coupes annoncées publiquement ne couvrent qu'environ 10% des pertes de travailleurs qui frappent le pays. Le reste se produit discrètement, par des méthodes qui contournent totalement les procédures légales et échappent à toute couverture médiatique. Car le danger ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui reste invisible. Quand un contractuel n'est plus rappelé, quand un temps partiel disparaît des plannings, quand un poste en télétravail cesse subitement d'exister, quand les recrutements se figent ou que certaines personnes sont écartées sous prétexte de performance, rien de tout cela n'est comptabilisé. En additionnant toutes ces suppressions silencieuses, on dépasse largement les 13,8 millions de travailleurs écartés. Ce n'est plus un marché qui se dégrade, c'est un système qui s'érode volontairement. C'est justement cet écart entre ce que racontent les chiffres officiels et ce que vivent les gens qui explique pourquoi tant d'Américains ressentent la crise bien avant que les économistes ne l'admettent. On a pu voir, par exemple, des rapports annonçant 119 000 emplois créés en septembre, alors que la majorité de ces postes ont été occupés par des personnes ayant déjà un emploi. Ceux qui sont réellement sans travail, eux, disparaissent complètement des radars. Et pendant ce temps, les entreprises réduisent les heures, retirent des avantages, abaissent les grilles de salaire ou réassignent les salariés à des postes moins rémunérés. Rien de tout cela n'est classé comme un licenciement, mais l'impact sur les finances des ménages est exactement le même. C'est devenu une stratégie parfaitement rodée. Amazon réorganise ses équipes depuis des années et pourrait supprimer jusqu'à 600 000 emplois d'ici 2033. UPS a adopté un modèle beaucoup plus léger, effaçant près de 50 000 postes en seulement un an. Verizon a éliminé 13 000 fonctions, tout en présentant l'opération comme une simple restructuration, et cela malgré des revenus records. Aucune de ces entreprises ne se contente de licenciements massifs visibles. Elles préfèrent les réductions progressives, discrètes, qui passent sous le radar. Une méthode idéale. Les coupes cachées améliorent l'efficacité sans ternir l'image publique, et les licenciements visibles donnent un coup de pouce immédiat à l'action en bourse. C'est ainsi qu'on construit un marché du travail qui semble robuste sur le papier, alors qu'il s'effondre dans la réalité. Un pays ne peut pas prétendre avoir une économie saine quand des millions de travailleurs disparaissent silencieusement des registres. Et derrière cette mécanique, on découvre une vérité encore plus inquiétante. Supprimer des postes n'est plus une décision douloureuse pour les entreprises, c'est devenu un moteur de profit. La stratégie moderne repose sur une équation très simple. Moins de salariés, plus de bénéfices, actions en bourse qui grimpent instantanément. Les géants américains réduisent donc leurs effectifs à une vitesse jamais vue depuis plus de 10 ans, y compris lorsqu'ils disposent de milliards en réserve. Les preuves se multiplient. La suppression de 48 000 emplois chez UPS a entraîné une hausse éclair de 13% du cours de l'action. Les annonces successives d'Amazon ont ajouté des milliards à sa valorisation. Chez Verizon, la réduction de 13 000 postes a séduit les investisseurs, même si les résultats clients étaient en baisse. Pour Wall Street, moins de salariés égale meilleure gestion. Et cette logique transforme les licenciements en un véritable avantage concurrentiel. Réduire la masse salariale suffit à améliorer les chiffres trimestriels. Quand on sait que les salaires représentent entre 40 et 60% des coûts opérationnels, la moindre coupe se traduit par des centaines de millions d'économies. Et les investisseurs ne demandent pas qui a été sacrifié, seulement combien les dépenses ont diminué. Pour les dirigeants, c'est aussi un choix personnel. Une grande partie de leur rémunération dépend des performances en bourse. Chez Amazon, par exemple, le PDG a touché plus de 40 millions de dollars, directement liés à la hausse du cours de l'action amplifiée par la réduction du personnel. Cette logique se répand parce qu'elle fonctionne. À chaque vague de licenciement, la valeur de l'entreprise grimpe. Les concurrents suivent, de peur de paraître moins efficaces. Si un grand distributeur supprime 10 000 postes, les autres s'alignent. Si un géant de la logistique efface des dizaines de milliers d'emplois, ses rivaux n'ont plus le choix.
Résultat, ce n'est plus l'économie réelle qui dicte les décisions, mais la mécanique financière. Les entreprises licencient de manière anticipée, non parce que la demande baisse, mais parce que les investisseurs attendent toujours plus de marge. On ne leur demande plus d'innover, de créer ou d'améliorer leurs produits. On leur demande d'ajuster les effectifs, encore et toujours. Et c'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Car lorsque les suppressions d'emplois deviennent une stratégie de profit à part entière, l'effondrement de la main-d'œuvre n'est plus un dommage collatéral, c'est le modèle économique. Alors une question se pose, qui sont les premiers touchés? Et la réponse est claire, le cœur même de la main-d'œuvre. Les salariés expérimentés, les travailleurs plus âgés, les diplômés, ceux qui représentaient autrefois la stabilité. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises les considèrent non plus comme une richesse, mais comme un coût trop élevé. Supprimer un employé expérimenté peut représenter l'équivalent de 2 ou 3 salaires d'entrée de gamme. Le choix devient vite évident pour les directions. Cette sélection brutale n'a rien d'anecdotique, elle est devenue systémique. Les algorithmes de recrutement privilégient désormais le coût plutôt que la compétence. Certains outils utilisés par de grandes entreprises, comme les filtres automatisés de Workday, ont même été accusés, dans des procès fédéraux, d'écarter les candidats de plus de 40 ans. C'est presque une catégorie entière de travailleurs qui disparaît des radars. Et le même phénomène frappe les jeunes diplômés. La promesse traditionnelle, obtenir un diplôme, puis grimper les échelons, s'est effondrée. Au Royaume-Uni, 1,2 million de nouveaux diplômés se battent pour seulement 17 000 postes. Ce n'est plus un marché tendu, c'est du chômage structurel. Aux États-Unis, l'inflation des diplômes et la contraction des embauches laissent des millions de jeunes diplômés surendettés et sans aucune porte d'entrée dans le monde du travail. Imagine un marché du travail tellement saturé que même le diplôme finit par perdre de sa valeur. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et quand cette pression s'abat sur le cœur de la main-d'œuvre, c'est toute la mécanique interne des entreprises qui se dérègle. Les postes intermédiaires disparaissent, les échelons où l'on formait les nouveaux, où l'on construisait une carrière solide, se volatilisent les uns après les autres. Résultat, les débutants n'ont plus personne à remplacer, et les postes seniors restent bloqués au sommet. La pyramide professionnelle se vide de son centre. On se retrouve alors avec un monde du travail déformé, presque bancal, en haut, un petit groupe protégé de cadres et de dirigeants, en bas, une armée de travailleurs mal payés, au milieu, plus rien. Ce qui faisait tenir l'économie moderne se dissout discrètement, non pas dans de grands plans de licenciement médiatisés, mais à travers une élimination ciblée, pensée uniquement pour maximiser les bénéfices. Et cette érosion du milieu mène directement à un autre phénomène, tout aussi stratégique, l'usage de l'intelligence artificielle. Pas parce que l'IA remplace déjà des millions d'emplois, mais parce que les entreprises se comportent comme si c'était le cas. En réalité, la technologie n'a pas encore la capacité d'exécuter la majorité des tâches humaines. Pourtant, les dirigeants réorganisent déjà leurs équipes, anticipant un futur qui n'existe pas encore. Grâce à ce prétexte, ils suppriment des postes, affirment moderniser leur modèle et transforment une réduction de personnel en prétendue innovation. L'IA devient un outil financier avant d'être un outil technologique. C'est simple, en invoquant l'automatisation, les entreprises évitent les mauvaises presses, les obligations légales et peuvent couper dans la masse salariale sans rendre de compte. Ce narratif a permis de faire disparaître des milliers d'emplois dans la logistique, le support client, l'administratif, les finances ou la gestion de données. Et bien souvent, ces tâches nécessitent encore une supervision humaine. Mais ce n'est pas le plus inquiétant. Car l'IA, dans sa version interne, ne remplace pas les travailleurs. Elle remplace leur pouvoir de négociation. Des systèmes d'analyse comportementale étudient le moindre détail. La rapidité à répondre aux emails, les préférences de planning, les habitudes numériques, la localisation, les variations de productivité. Tout cela pour identifier qui est le plus vulnérable financièrement. Et ceux que l'algorithme considère comme fragiles se voient attribuer des salaires plus bas, des horaires moins avantageux ou moins d'opportunités d'évoluer. Uber en est l'exemple parfait. Dès qu'un conducteur montre des signes de détresse financière, son modèle de rémunération s'ajuste à la baisse. On parle ici d'une technologie qui ne remplace pas l'humain, mais qui exploite ses difficultés. Dans le recrutement, c'est la même logique. Les algorithmes qui analysent l'historique salarial figent les candidats dans des grilles de salaire faibles. Peu importe leurs compétences, avoir gagné moins dans le passé signifie que l'on gagnera moins dans le futur. Les entreprises économisent ainsi des milliards en comprimant les salaires automatiquement, sans jamais ouvrir la discussion. Ce n'est plus de l'IA. C'est un verrou économique. Et tout cela se produit alors que le coût de la vie explose. Là encore, l'écart entre les chiffres officiels et la réalité du quotidien est immense. On annonce une inflation autour de 3%, mais les familles voient tout grimper. Le logement a pris 35 à 50%, l'assurance auto entre 40 et 80%, les courses 25 à 40%.
Les soins de santé coûtent plus cher, les factures d'énergie montent, les taxes locales suivent derrière. Si l'on additionne toutes ces hausses, les dépenses réelles des ménages ont bondi de 50 à 70% en 5 ans. Rien à voir avec les statistiques rassurantes diffusées au public. Et ce décalage n'est pas un hasard. Le système de mesure sous-évalue certains coûts et ignore d'autres catégories de dépenses, ce qui crée une image d'inflation bien plus faible que celle que vivent les gens. Pendant ce temps, les entreprises pratiquent la shrinkflation, les frais cachés, les services réduits, des hausses déguisées qui n'apparaissent nulle part dans les données officielles. Pour certaines multinationales, provoquer artificiellement la rareté est même devenu une stratégie rentable. Le résultat, c'est que pendant que les salaires sont artificiellement compressés, les dépenses s'envolent. Même les salariés qui conservent leur emploi reculent financièrement. Quelques pourcentages d'augmentation ne suffisent plus. Le logement, à lui seul, absorbe toute la hausse. Pour beaucoup, il ne reste plus rien pour épargner, et les dettes deviennent une nécessité. Face à cette équation impossible, un nouvel effet se généralise, la multiplication des emplois. De plus en plus d'Américains cumulent 2, parfois 3 travails, non pas pour s'offrir un confort supplémentaire, mais simplement pour rester à flot. Ce n'est plus une stratégie pour améliorer son train de vie. C'est un mécanisme de survie. Aujourd'hui, environ 5,5% des travailleurs occupent plusieurs emplois, un chiffre qui monte chaque année. Pendant la pandémie, le phénomène s'est calmé, puis il est reparti à la hausse jusqu'à atteindre les niveaux de la crise de 2008. Les rapports officiels eux-mêmes confirment ce basculement. Une grande partie des nouveaux postes créés récemment n'ont pas été attribués à des chômeurs, mais à des personnes qui avaient déjà un travail. Autrement dit, créer un emploi signifie de plus en plus ajouter un deuxième emploi à quelqu'un. Et ces nouveaux postes se trouvent principalement dans des secteurs précaires, restauration, hôtellerie, commerce, aide à la personne. Des domaines où les horaires sont instables, les salaires bas et les avantages quasi inexistants. Ceux qui travaillaient autrefois dans l'industrie, la logistique ou les services administratifs se retrouvent à enchaîner des missions éparpillées, sans jamais gagner en stabilité. Une soirée par-ci, un week-end par-là, mais jamais assez pour se projeter. Et cette pression ne fait que s'accentuer à mesure que l'économie se fragilise. Les petits boulots saisonniers, qui servaient autrefois de planche de secours pour les familles en difficulté, sont en train de disparaître à vue d'œil. Dans le commerce, les offres ont chuté de plus de 20% en un an. Résultat, pour un poste qui se remplissait autrefois en quelques jours, des centaines de candidats se battent désormais pour décrocher une simple place. Comme ces opportunités se raréfient, beaucoup se retrouvent contraints d'enchaîner plusieurs emplois juste pour rester à flot. À cela s'ajoute un autre problème, l'endettement. Avec des taux de carte de crédit qui dépassent les 20%, emprunter pour compenser un manque de revenus n'est plus une solution. Tout s'empile, dettes, dépenses, heures de travail. Et au final, les revenus stagnent, voire diminuent. Cette économie à 2 emplois n'a rien d'un signe de force. C'est l'indicateur clair d'un système qui craque. Quand il faut doubler sa charge de travail juste pour maintenir un niveau de vie déjà en recul, ce n'est pas le marché du travail qui avance, c'est lui qui s'autodévore. Et cette dérive nous mène directement vers une nouvelle rupture, l'effondrement du travail saisonnier. Pendant des décennies, les embauches de fin d'année jouaient le rôle de dernier coussin de sécurité. Elles permettaient à des millions de foyers de combler un manque, de rembourser un peu de dettes et de passer l'hiver sans sombrer. Aujourd'hui, cette bouée de sauvetage a coulé. Les chiffres le montrent clairement. L'an dernier, on comptait plus de 440 000 embauches pour la période des fêtes. Cette année, les projections tombent entre 260 000 et 360 000. Une chute si brutale qu'elle ressemble à ce que l'on observe en pleine récession. Et ce n'est pas un simple ralentissement, c'est une fracture. Le commerce de détail, par exemple, a vu ses annonces diminuer de 22% en 12 mois. Ce n'est pas que les candidats manquent, c'est même l'inverse. Pour un poste de caissier, des dizaines, parfois des centaines de personnes se présentent. Autrement dit, le travail saisonnier est devenu un champ de bataille. Les familles qui comptaient sur un emploi temporaire pour financer les fêtes se heurtent à une réalité simple, les postes ne sont plus là, ou disparaissent en quelques heures. Et les entreprises ne réduisent pas les embauches par hasard. Elles anticipent un ralentissement des dépenses, tentent d'alléger leurs coûts, et s'appuient de plus en plus sur l'automatisation. Les caisses automatiques, les logiciels de gestion de stock et les équipes réduites éliminent des milliers de jobs temporaires. Même dans les zones habituellement très fréquentées, les magasins préfèrent se débrouiller avec leur personnel actuel plutôt que d'engager pour quelques semaines. La tendance dépasse largement le commerce. Les sociétés de livraison réduisent leurs tournées saisonnières. Les petits commerces, dépendants du trafic de fin d'année, ne recrutent plus du tout. Certains magasins de jouets, même dans des régions aisées comme Washington DC, ont reporté les embauches à cause des hausses de tarifs et du recul de la demande. Or,
le travail saisonnier était la dernière source stable de revenus d'appoint pour des ménages déjà étranglés par la hausse des prix et des salaires compressés. Sa disparition, c'est la dernière barrière qui cède entre une situation difficile et une crise ouverte. Quand même le plan B disparaît, il ne reste plus de marge. Plus d'heures supplémentaires, plus de petits contrats temporaires. Juste des horaires qui diminuent, des salaires qui stagnent et une stabilité qui se délite. Et quand ce tampon disparaît, une autre conséquence se met en place, presque mathématiquement. La consommation commence à se contracter. Les entreprises qui ont réduit leur masse salariale pour préserver leurs bénéfices découvrent qu'elles ont affaibli leurs propres clients. Les travailleurs qu'elles ont remplacés ou sous-payés sont les mêmes personnes censées acheter leurs produits. C'est là que naît la spirale mortelle. Les dépenses des ménages avaient déjà explosé de 50 à 70% sur les besoins essentiels. Les algorithmes de gestion des salaires maintiennent les revenus au plus bas. Les travailleurs à 2 emplois accumulent des heures, mais pas de confort financier. Dans ces conditions, tout ce qui n'est pas indispensable, voyages, restaurants, loisirs, shopping disparaît en premier. Et les signaux ne trompent pas. Moins de visiteurs en magasin, des horaires raccourcis, des commandes de stock en baisse, des ventes en dessous des prévisions, même pendant les périodes traditionnellement fortes. Les entreprises interprètent tout cela comme un simple ralentissement de la demande et réagissent par de nouvelles coupes, au lieu d'investir. Ce qui ne fait qu'accélérer la chute. Moins de ventes, donc moins d'heures, donc moins de revenus, et encore moins de dépenses. Les petits commerces ne tiennent pas. Les chaînes survivent en fermant des postes. Les indépendants, eux, disparaissent complètement. Peu à peu, l'économie se rétrécit. Les communautés se vident. Une population qui n'a plus les moyens de consommer ne peut plus soutenir un système basé sur la consommation. C'est là que le système atteint son point de rupture. Quand les entreprises ont supprimé les emplois intermédiaires, comprimé les salaires avec des algorithmes, automatisé les postes d'entrée et éliminé les emplois saisonniers, le marché du travail se retrouve incapable de faire vivre le modèle économique lui-même. Le pays arrive à un seuil étrange. Des millions de personnes ont encore un emploi, mais n'ont plus les moyens de participer réellement à la vie économique. À ce stade, la théorie économique se heurte à la réalité humaine. On ne peut pas acheter ce qu'on ne peut pas payer. On ne peut pas construire un avenir lorsqu'on n'arrive plus à couvrir le présent. On ne peut pas rester stable quand chaque dépense augmente plus vite que chaque salaire. Même les politiques publiques peinent à compenser quand le problème vient de la structure elle-même. D'un côté, un sous-emploi grandissant, de l'autre, un coût de la vie qui déborde. Et c'est là que les entreprises se retrouvent piégées par leur propre stratégie. À force de chercher le profit immédiat en réduisant les effectifs, en automatisant, en comprimant les salaires, elles détruisent la demande qui fait tourner leurs activités. Quand les acheteurs disparaissent, le système entier se grippe. La base fiscale se réduit, les services publics s'affaiblissent, les infrastructures sociales s'effritent. Tout l'édifice perd son équilibre. Ce qui avait commencé comme une optimisation des coûts se transforme en dysfonctionnement généralisé. Une économie ne peut pas fonctionner quand ceux qui la portent n'ont plus assez pour y participer. Et le jour où une masse critique franchit ce point de non-retour, l'illusion de stabilité se dissout instantanément. Parce que le vrai danger n'est pas la disparition des emplois. Le vrai danger, c'est la disparition progressive et presque invisible du travailleur américain lui-même, effacé économiquement sous nos yeux.